Bonjour, alors comme le titre l'indique, cette vidéo porte sur les vitesses d'avance et de rotation, qui s'appelle Feed and Speed en anglais. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je veux dire que tout ce que je vais mettre tout ce dont je vais parler dans la vidéo en référence pour des sources d'informations, etc. Vous trouverez les liens dans la description dessous la vidéo. Hein. Donc, allez dans la description sous la vidéo si vous voulez chercher ce à quoi correspond ce dont je parle. Et bien évidemment, n'hésitez pas pour les commentaires, etc. Euh, on y va, ça roule. Alors, pourquoi une vidéo sur les vitesses d'usinage? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui revient tout le temps lorsqu'on parle d'utilisation d'une machine CNC, qu'il s'agisse de débutants, de confirmés, d'amateurs, de professionnels qui travaillent l'acier et le métal, etc., etc. C'est toujours un sujet d'actualité et important. Les différents paramètres qui entrent en jeu ne sont pas toujours bien compris ou connus. On pense pas que telle chose, que par exemple, on va dire que la vitesse de le diamètre de la fraise, ça paraît évident, mais bon, c'est un des paramètres à prendre en compte. J'ai entendu des entre guillemets règles disant ne pas forcer, c'est bon, ça suffit. Non, pas vraiment, parce que dans certains cas, ne pas forcer, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement tourner trop vite sans avancer assez vite et on va brûler du bois par exemple plutôt que de véritablement le couper. Les sources d'informations qui permettent d'avoir une base de départ, des paramètres avec lesquels on peut commencer et ensuite sur lesquels qu'on va affiner par la suite, ces bases de départ sont pas forcément connues ou les sources d'informations, on ne sait pas où les trouver, etc. Très vite, et ça je le vois tout le temps aussi dans les discussions, on part sur des formules, alors que les formules, c'est pas important. Surtout si on utilise Fusion 360, il fait tous les calculs pour vous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les bons paramètres à indiquer pour qu'ensuite le résultat des calculs soit valide. C'est pas la peine de savoir calculer, mais en fait d'utiliser les mauvais paramètres. Et finalement, on y reviendra par la suite, le but de cette vidéo est de démystifier, d'aider à avoir quelques repères, à savoir comment s'orienter, on va dire, dans les différentes informations que l'on peut avoir, mais c'est pas des règles sur lesquelles partir. Il n'y a pas deux usinages identiques. Les machines sont différentes, les matériaux sont différents, les fraises sont différentes et les buts sont différents. Si le but c'est de produire le plus vite possible, c'est pas vraiment la même chose que d'obtenir la plus belle finition, par exemple. Hein, donc tout ça, ça fait que il n'y a pas de usinage identique. Alors, donc on va voir dans cette vidéo quels sont les différents paramètres à prendre en compte, et vous verrez, il y en a une flopée. Quelles sont les sources d'informations qui peuvent aider, entre guillemets, recette de départ, même si j'aime pas du tout ce mot-là, mais comment se déterminer une base, on va dire, à partir de laquelle expérimenter et affiner, les bases de calcul, parce que même si j'ai dit les formules, c'est pas important, mais ça peut être important de comprendre quelles sont les relations entre les différents éléments de la formule, et une forme de conclusion. Alors, les différents paramètres à prendre en compte. Les matériaux, ça peut paraître évident, mais comme on dit, dans certains cas, ça va sans dire, mais vaut mieux le dire. Ça va mieux en le disant. Les matériaux, du bois, de l'alu, de l'acier, et même à l'intérieur des bois, le balsa, le frêne, le chêne, l'ébène, tout ça, ça a des duretés différentes, et donc il est évident qu'il faut les prendre en compte. Quel type de machine on a?
Si on a déjà une machine à portique ou une machine type fraiseuse, c'est-à-dire en L fixe, où le Z ne fait que monter descendre et où c'est la base, le plateau qui bouge, la rigidité n'est pas la même. Et évidemment, si on a une machine industrielle et une machine amateur, euh, même une bonne machine amateur, ça n'aura jamais la rigidité d'une machine industrielle. Quels sont les diamètres de l'outil? Bon, évidemment, ça compte. Fusion va en tenir compte pour indiquer les vitesses de rotation et tout ça, mais euh, bon, le paramètre de l'outil, c'est un des paramètres à prendre en compte. Il est évident que par exemple la taille du copeau, dont on va parler beaucoup par la suite parce que c'est le paramètre le plus important, la taille du copeau ne sera pas la même entre une fraise de 1 mm et une fraise de 8 mm, tout simplement parce que la géométrie n'est pas la même. Alors la géométrie de l'outil, mais pas dans le sens dont je viens de parler pour les dents, mais quelle est la longueur de l'outil total, quelle est la longueur des spirales dans l'outil, puisque dans certains cas on peut avoir une tige un peu longue et des spirales assez courtes. Quel est le diamètre de la tige par rapport au diamètre de l'outil? On peut très bien avoir une fraise de 2 mm, mais avec une tige de 6 mm. Ça sera évidemment beaucoup plus rigide qu'une fraise de 2 mm tout le long. Tout ça, ça compte. Quel est le nombre de spirales ou de dents, hein, puisque bon, y a des fraises, une dent, deux dents, trois dents, quatre dents. Le nombre de spirales évidemment compte. Ça sera aussi pris en compte dans les calculs par fusion, mais euh, il faut savoir quel est le nombre de spirales et pourquoi on utilise tel nombre de spirales. Par exemple, pour une machine amateur sur de l'alu, 4 dents ou 4 spirales, ça rime à rien. Ça va se boucher, l'alu va coller, il vaut mieux avoir une seule dent par exemple. Quel est le matériau de l'outil? S'il est en carbure, s'il est en acier haute vitesse, s'il est en zirconium ou j'en sais rien. Le revêtement de l'outil, puisqu'on peut avoir des outils d'un certain matériau et revêtus d'un autre matériau pour tâcher de diminuer la friction et donc diminuer la chaleur, etc. Et que ça aille mieux. La puissance de la broche, c'est clair qu'une broche de 400 watts et une broche de 2500 watts, 2,5 kW, euh, c'est pas pareil, il y a plus de couple, donc on va éventuellement pouvoir accepter de tourner moins vite et il y aura quand même assez de force, alors qu'avec une petite, ben en général ça devient difficile si on tourne pas très vite parce qu'on a peu de couple. Enfin, tout ça c'est des évidences, mais qui sont pas forcément dans la tête au moment où on fait les choix, donc il faut en tenir compte. Quel est le sens de la coupe? Chose sur laquelle on va revenir tout de suite parce que je vais vous montrer. C'est un des paramètres comment dire, qui est méconnu, auquel on ne fait pas trop attention. Et en fait, c'est important. Et bien évidemment, quelle est la stratégie utilisée? C'est-à-dire que entre un 2D contours, et même entre un 2D contour d'une façon et un 2D contour d'une autre façon, c'est pas la même chose qu'avec un pocket clearing par exemple. Et les vitesses sont aussi à adapter en fonction de la stratégie utilisée. Alors, parlons tout de suite du sens de la coupe. J'ai fait une petite illustration dans Fusion pour tâcher de bien faire comprendre quel est ce paramètre et à quoi il correspond. Euh, et je vous remontrerai aussi dans Fusion où on trouve ce paramètre. Alors, on a la coupe en montant qui est la valeur par défaut dans Fusion. Et la coupe en montant, ça veut dire qu'en fait, enfin bon, je sais pas exactement pourquoi ça s'appelle comme ça, mais on attaque par le dessus du matériau. C'est-à-dire que la dent va venir attaquer le matériau par le dessus. Le petit bout de segment qu'on a ici correspond à l'avance par dent, donc la fameuse taille de copeau, c'est ça en fait dont on parle. Et donc le copeau va, alors il est faux évidemment mon copeau puisqu'on a une spirale, c'est pas un seul copeau sur toute la longueur, mais bon c'est pour les besoins de l'illustration. Euh, le, donc la dent va attaquer par le dessus, donc ça va être plus large au début de la coupe et ça va en diminuant au fur et à mesure que la dent descend dans le matériau.
Et bien évidemment, on avance, enfin la flèche, je pense, est assez grosse pour montrer dans quel sens on avance. Hein. Et ça, c'est donc la coupe en montant, où on attaque le matériau par le dessus. La coupe dite conventionnelle, ma fraise et ma broche donc tournent toujours dans le même sens. Par contre, le déplacement est en sens inverse. Et donc dans ce cas-là, la dent attaque le matériau, on va dire, par le dessous, et donc le copeau est plus petit au départ pour grandir à la sortie. Hein. Et toujours pareil, mon avance par dent, c'est cette dimension ici. Alors, pourquoi c'est important? La coupe en montant est conseillée généralement par fusion parce que l'outil a priori chaufferait moins et ça permet une meilleure finition. Mais ça induit des vibrations puisque on attaque le matériau, j'allais dire d'une manière entre guillemets plus brutale que dans la coupe conventionnelle. Et personnellement, pour moi, dans de l'aluminium, je suis incapable d'utiliser la coupe en montant, ça induit des vibrations impossibles. Alors qu'une coupe conventionnelle, ça passe, avec les mêmes valeurs, bien sûr. Je parle des mêmes valeurs d'avance par dent et de vitesse, etc. Alors, où est-ce qu'on trouve ce paramètre dans Fusion? On va aller voir ici, on a un contour 2D, on va éditer ça, et ça se trouve donc dans Pass, et on a Sideway Compensation, qui est donc gauche, coupe en montant, ou bien droite, coupe en descendant, coupe conventionnelle, pardon. Hein. Alors, bah là, il se trouve que je l'ai laissé tel que parce que c'est une toute petite coupe et les paramètres font que ça passe très bien. Mais a priori, dans tout ce que je fais, en tout cas pour de l'alu, c'est une coupe à droite ou conventionnelle. Alors maintenant, quelles sont nos sources d'informations? Pardon. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, différentes sources d'informations pour avoir, entre guillemets, des idées, des paramètres utilisables dans ce que vous faites. Alors, j'en montre plusieurs. Si on cherche sur Internet, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais déjà quelques-unes. Alors, d'abord, des données fabricants. Et dans ces données fabricants, je suggère d'aller voir, et comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien dessous dans la description de la vidéo. SMT Belin, qui est une entreprise, qui est un groupe en fait qui est dans le monde entier, mais Belin, SMT Belin, c'est en France, et si je ne me trompe pas, c'est dans le Jura. Et donc, dans leurs différents documents téléchargeables, vous avez des documents sur les différentes fraises, bon par exemple ici pour plastique, bois non ferreux, bois non ferreux, oui a priori le bois c'est non ferreux, les matériaux non ferreux, c'est-à-dire l'aluminium, etc., le laiton ou le bronze, ou, hein, les composites, donc fibre de verre époxy, carbone, etc. Et ça vous donne donc un choix de fraises, et avec ces fraises, ça vous indique des vitesses utilisables. Hein. Donc, c'est une bonne source d'information. Il y a aussi LMT Onsrud, qui est la même chose, mais le groupe américain qui a énormément sur l'aluminium. Il y a plein de phrases différentes sur l'aluminium avec les vitesses, etc. Enfin les vitesses, les tailles de copeaux, j'insiste, c'est ça qui est le plus important. Et c'est une très bonne, de mon point de vue en tout cas, source d'information. Euh, Bon, c'est un peu par dérision, mais je dis le pifomètre. Alors, c'est pas exactement le pifomètre dont il faut se servir, parce que si on part complètement au pif, on risque. On risque. Euh, Ça serait plutôt, on va dire, l'intuition basée sur l'expérience.
hein, c'est-à-dire que j'ai déjà coupé une plaque d'alu de 4 mm avec une fraise de 6 mm à telle et telle vitesse. Maintenant, si j'ai une plaque d'alu de 6 mm au lieu de 4, eh ben, je peux dériver ce que j'ai fait pour la précédente, en modifiant un peu mes paramètres, et voilà. C'est-à-dire qu'on repart pas de zéro, de faire des calculs de départ, on extrapole sur quelque chose de déjà fait. Voilà. C'est mieux de dire ça, extrapoler, pifomètre, c'est un peu... Mais bon, c'est un mot dont je pense on se souviendra. Les infos glanées sur la toile, alors comme je l'ai dit, il y en a plein. Si vous cherchez, surtout pour de l'aluminium, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui cherchent à couper de l'aluminium, pour le bois, on trouve aussi des données pour le bois, c'est parfois un peu plus difficile, mais en même temps pour le bois, j'allais dire comment dire, les erreurs sont moins génératrices de problèmes. Hein, une erreur sur l'alu, vous pouvez très vite casser une fraise. Vous pouvez très vite vous envoyer un bout d'alu à l'autre bout de la pièce. C'est un peu gênant. Sur le bois, bon, j'allais dire, on peut très bien casser des fraises sur le bois aussi, hein, attention. Hein. Je dis, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais disons que c'est a priori un peu plus tolérant sur les erreurs. Alors, j'ai aussi trouvé sur internet un tableau fait par Carbide 3D. Carbide 3D étant le fabricant des machines chez Poco, qui sont des machines amateurs très répandues et qui étaient, loin en arrière, ça a été parmi les premières en kit proposées. Et donc sur ce tableau, vous voyez que vous avez la Nomade, qui est une petite machine fraiseuse compacte et assez rigide, et la chez Poco qui est plus classique. Et donc, ce qui est en carré, ça correspond à la chez Poco. Et ensuite, on a les couleurs pour nous dire quel matériau. Donc, si vous regardez par exemple ici 3, qui est donc de la cire haute définition qui existe. La cire, c'est exprès, ça peut s'usiner et ensuite on va pouvoir s'en servir pour faire des moules, etc. Et donc là, ça vous indique qu'avec une fraise à 3 flûtes, on peut faire une profondeur par passe de 7,620 mm, une vitesse d'avance de 2540 mm minute, etc., etc. Le comment dire, ce tableau a l'intérêt, entre autres, d'avoir référencé un paquet de matériaux différents, qui nous donne les informations comment, en impérial, donc en pouces, quart de pouce, etc., et en millimètres. On a les deux, donc on n'a pas à faire des calculs pour extrapoler. Hein. Et là, ici, toujours 3. Ici, on a, par exemple, c'est du liège, avec une 3 flûtes, etc. Ici, on a du PVC, on a donc les indications pour du PVC. Donc tout ça, ça peut donner des indications de départ utilisables, parce que comme je le disais, une chez Poco se rapproche quand même bien de nos machines amateurs, beaucoup plus que les machines industrielles. Le catalogue LMT Belin est adapté à des machines industrielles et pas à des machines amateurs. Donc ça, bien évidemment, ça fait partie de ce qu'il faut prendre en compte. Pardon, je suis repassé devant, je voulais pas. Alors, pour le bois, il existe une échelle de dureté qui s'appelle Janka. On a plusieurs sources. Si vous cherchez sur internet Janka Scale, vous trouverez ça. Je n'ai pas regardé, mais on doit pouvoir trouver ça en français. Là, c'est un vendeur de bois en Floride qui indique l'échelle de dureté Janka pour tout un tas de bois différents. J'imagine des bois qui vendent et pas forcément des bois très courants chez nous. Bon, on a quand même le pin, on a quand même le teck, on a quand même le walnut, c'est le... Comment ça s'appelle? Le noyer, si je ne me trompe pas. Euh, le cork, c'est donc le liège. Voilà, sachez, enfin, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est échelle de Janka. Et tâchez de trouver ça pour des bois que vous travaillez. Alors, il y a une autre ressource que j'ai mise ici qui est un peu différente des autres parce que c'est un site dédié à la CNC
Et GWizard, c'est un logiciel que donc le créateur de ce site a écrit et qu'il vend pour calculer les vitesses d'avance et de rotation. C'est très très bien fait, c'est assez sophistiqué, c'est évidemment en anglais, donc le GWizard Calculator, on peut se mettre dessus. Euh, et il faut, bon, il y a du temps d'apprentissage, faut se mettre dedans, faut suivre, etc. Mais c'est vraiment très bien fait et c'est très fiable. Sachant encore une fois qu'il y a quand même, mais il prend en compte, on peut indiquer des paramètres de flexibilité des fraises, de la machine, etc. Donc on peut arriver à quelque chose de vraiment très proche de valeurs tout à fait utilisables. C'est pas gratuit, donc de mon point de vue, c'est quand même plus fait pour ceux parmi vous dont c'est le métier, qui sont menuisiers ou enfin qui usinent, enfin qui tirent un profit, on va dire, de l'utilisation d'une CNC. Pour un amateur, bon, oh, il y a des amateurs, enfin on peut très très bien vouloir acheter ça à titre personnel. Euh, bon, personnellement je ne l'ai pas fait, je trouve que c'est un peu cher, mais ça n'empêche que c'est très très bien fait. Voilà. Donc, allez voir, c'est pareil, le lien sera dessous euh, dans la description de la vidéo. Alors, entre guillemets, recette de départ. Donc, en tout cas, les bases de départ, c'est de démarrer avec taille de copeaux correspondant au mieux à votre fraise, à votre matériau. Euh, et comme je l'indique ici, si cette donnée provient d'un tableau industriel, divisez au minimum par 10 la valeur de départ. Sinon, ça ira trop vite pour votre machine et vous aurez des vibrations. Hein. Euh, et quand je dis vibrations, ça peut être pire. Mais je veux dire, déjà, si on peut éviter au maximum ces vibrations qui font que ça fatigue la machine, ça fatigue l'outil et c'est pas très joli. Euh, Et il peut être nécessaire d'adapter. Vous trouvez quelque chose, vous essayez, commencez par faire des essais avant de rentrer directement dans le dur et de faire la pièce. Vous avez une pièce, par exemple en aluminium. Je parle d'aluminium parce que c'est un peu plus compliqué que le bois. Vous avez une pièce que vous avez dans la tête et que vous voulez faire depuis le début que vous avez votre machine CNC. Commencez pas tout de suite à vouloir faire cette pièce. Prenez des bouts, des chutes, des trucs, essayez. Faites des passages avec des vitesses différentes en accélérant, en diminuant, voyez ce qui passe. Et surtout, ne démarrez pas directement dans le dur. Hein. Enfin bon, je dis ça. Je reparlerai plus tard des tests parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Alors, en général, toujours pareil dans les tableaux qui sont donnés, on a la vitesse de rotation est en général indiquée dans une fourchette. On vous dit par exemple de 9000 à 11 000 tours. Hein. C'est rarement qu'on vous dit 10 530 tours minute. Hein. En général, on vous donne une fourchette de valeur pour la vitesse de rotation, je parle. Hein. Et donc, choisissez, utilisez la vitesse de rotation la plus basse qui est indiquée. Euh, Ça forcera à avoir une vitesse d'avance qui sera elle aussi basse pour une même taille de copeaux. Et donc, on démarre du côté de la sécurité. Hein. Je sais que les machines, surtout les machines du type les défonceuses Bosch ou Makita ou tout ça, ça tourne à 24-25 000 tours et ça descendra difficilement en dessous de 10 000. Alors oui, mais si vous avez le choix, démarrez à 10 000 tours, pas à 24 000. D'une part, et d'autre part, c'est une des raisons pour lesquelles je pense et je suggère très fortement d'acheter une broche faite pour la CNC que les Chinois vendent en gros paquet avec comment ça s'appelle, l'inverteur, l'invertisseur, enfin bon bref, je ne sais pas le nom en français, qui va donc piloter la vitesse de cette broche et dont vous allez pouvoir
piloter la vitesse depuis le G-code pendant le travail. Et normalement, ces inverteurs, il y a un retour. Donc, si on dit 10 500 tours, il tourne à 10 500 tours. Pas 10 000, pas 11 000, 10 500 tours dans le matériau. Et ça, c'est très important parce que avec une machine du type Makita, par exemple, vous mettez, on va dire, 11 000 tours, mais en fait, à partir du moment où ça commence à travailler, vous ne savez pas à quelle vitesse c'est, parce qu'il n'y a rien qui pilote la vitesse du moteur dans l'effort. Hein, et donc, comme votre voiture, s'il est en côte, si vous accélérez pas plus, elle ralentit. Ça va, le moteur peine et ça va moins vite. C'est exactement pareil pour une machine électrique. Et la seule bonne méthode que je connaisse, c'est une vraie broche pour CNC avec un inverteur. Alors, pour la vitesse d'avance, comme je le dis, laissez calculer fusion. Euh, il va vous calculer la vitesse d'avance, donc de déplacement, qui correspond à votre taille de copeaux et à votre vitesse de rotation. Et évidemment, si, bon, à l'œil comme ça vous indique 800 mm minute et que 800 mm minute, ben, c'est déjà très rapide, même dans du bois, et que, enfin, vous trouvez que c'est très rapide et que vous avez fait ça dans du bois, vous trouviez que c'était déjà rapide dans le bois et que là c'est de l'aluminium, ben ça va pas. Descendez, passez à 200 mm minute par exemple, et modifiez votre vitesse de rotation en fonction. Hein, les deux sont liés et il va falloir diviser par 4 si vous passez de 800 à 200 en vitesse d'avance. Il va falloir diviser par 4 votre vitesse de rotation. Hein. Donc si vous étiez à 24 000 tours, si je ne me trompe pas, ça fait 6 000. Et si vous avez une Makita, ben vous ne pouvez pas descendre en dessous de 10 000. Hein. Donc encore une fois, une des importances d'avoir une vraie broche, c'est ça. C'est de pouvoir proprement piloter la vitesse de rotation. Ça fait partie des paramètres importants. Alors, base du calcul et relation entre les données. Alors, ben, on va tout de suite, on va passer là-dessus assez vite parce qu'en fait, on va tout de suite aller dans Fusion et je vais tâcher de vous montrer. Donc, dans Fusion, alors on va revenir sur ce contour. Ouais. Edit. Alors, on va mettre le truc dans le bon sens. Donc ça, enfin, ce que vous voyez à l'écran, euh, c'est la sonde XYZ dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. Et ça, c'est enfin, c'est vraiment l'usinage que j'utilise. Donc ça sort pas de mon chapeau comme ça, c'est du réel. Hein. J'ai vraiment usiné avec les paramètres que vous pouvez voir ici, sachant que j'utilise une fraise une dent. Et dans ce cas-là, une fraise de 6 mm, une dent. Hein. Comme elle a une dent, c'est facile. L'avance par tour est la même que l'avance par dent, puisqu'on n'a qu'une. Si j'avais deux dents, eh ben, pour cette vitesse d'avance par tour de 0,01, j'aurais 0,05 d'avance par dent. Donc ça veut dire que pour garder mon 0,1, il faudrait que j'aille deux fois plus vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que je veux vous montrer. Quelle est la relation entre ces différents paramètres? 0,01, on va dire que c'est ce que j'ai trouvé qui marchait bien comme avance par dent pour cette fraise dans ce matériau. Alors, comment... Imaginons que je voudrais aller plus vite. 100 mm minute, je trouve que ça avance pas assez vite et j'aimerais bien pouvoir diminuer mon temps de travail, donc avancer plus vite. Donc si je double ici mon avance en millimètres, minute, sans rien faire d'autre, je double aussi mon avance par dent. Or, comme je l'ai dit, je voudrais que ce soit constant. Donc si je veux revenir à 0,1 d'avance par dent, à 200 mm minute, eh bien il faut que je tourne à deux fois plus vite, c'est-à-dire 20 000 tours. Et là, je reviens à mon
avance par dent identique. Donc ça fait partie des choses qui sont très importantes. Parce que, comme je l'ai dit, il faut faire en sorte que l'avance par dent reste la même à partir du moment où vous en avez trouvé une qui marche bien, qui va pour vous. Hein. Donc si vous voulez en fait que votre travail vaille plus vite, il ne faut pas seulement modifier la vitesse d'avance, il faut aussi modifier la vitesse de rotation. Alors dans certains cas on peut, dans d'autres cas on ne peut pas. Si par exemple c'est le contraire, alors on va revenir sur là où on en était, donc à 100 mm, et on va dire que eh bien, je me rends compte que mon avance pardon à 0,01, c'est trop fort. Ça me fait quand même des vibrations, ça va pas. Il faut que je descende à la moitié, donc à 0,05. J'arrive à un cutting feed rate, donc une avance de 50 mm minute. Alors, ok, mais là, c'est lent. Et mes 100 mm minute, je trouve que ça va plutôt pas mal. Donc, comment il faut que je fasse? Il faut que ici, je mette 5000. Pardon, excusez-moi, je me trompe, c'est le contraire. Il faudrait qu'ici je réavance à 20 000 pour pouvoir revenir à 100 mm minute de feed rate, donc d'avance sur le matériau. Hein. Là encore une fois, ça dépend. Ma broche, elle peut ne pas être capable de monter à 20 000 tours, ou elle peut ne pas être capable de descendre en dessous de une certaine valeur. Hein. Donc ça, c'est adapté. Alors, ce dont j'ai parlé aussi rapidement, on y reviendra plus tard. Là, simplement ce que je voulais montrer, c'est la relation entre ces différents paramètres, vitesse d'avance, vitesse de rotation, avance par dent, sachant que l'avance par dent est mon critère principal. C'est ça qu'il faut que je trouve et que je tâche de garder, même si je modifie les autres valeurs. Hein. Oups. Donc, dans les bases de calcul, alors, une des choses très importantes, c'est que à chaque fois qu'on parle de taille du copeau, et dans l'illustration que j'ai faite, que vous avez vue précédemment, on voyait les fraises et les copeaux, on coupe, on parle toujours de coupe en largeur, c'est-à-dire que c'est la fraise coupe le matériau sur son côté, pas au bout. C'est pas un forêt. On ne descend pas pour faire un trou avec une fraise. Si on a besoin de faire des trous, on utilise des forêts, on n'utilise pas des fraises. À moins qu'on utilise un chemin fait exprès pour pouvoir faire des trous, ça existe, c'est autre chose. Et a priori, on ne cherche pas à couper dans la profondeur, on coupe dans l'épaisseur, c'est-à-dire sur le côté de la fraise. Alors, les formules, j'ai trouvé, c'est pareil, je vais mettre le lien sous la description de la vidéo, un très bon article sur CNC Fraises, donc la boutique en ligne qui vend un certain nombre de fraises, où il explique les formules, les paramètres, à quoi ça correspond, le pourquoi du comment. C'est très bien pour la culture générale. De mon point de vue, dans cet article, et j'insiste encore une fois, il n'insiste pas suffisamment sur l'avance par dent. L'avance par dent est le critère qui doit, qui doit décider de tout le reste. Hein. C'est pas un résultat. Le résultat, c'est la vitesse de coupe. Ça, c'est un résultat. L'avance par dent, c'est pas un résultat, c'est une base. Et pour les calculs, comme je vous dis, la culture générale, c'est très bien de connaître les formules, mais Fusion fait les calculs pour vous, donc ça vaut pas la peine de s'embêter à les apprendre par cœur. Donc si la vitesse d'avance augmente, comme je l'ai dit, pour un même nombre de tours minute, Fz augmente. Si la vitesse de rotation augmente, pour une même vitesse d'avance, Fz diminue. Donc les deux sont en relation constante. Il faut augmenter ou diminuer les deux si on veut garder le même Fz. Donc, alors je le répète dessous, lorsqu'on parle de taille du copeau, on parle de l'épaisseur de coupe, c'est-à-dire de coupe
sur le flanc de la fraise et non pas dans la profondeur. Et en fait, FZ varie avec le step over. Alors, step over, ce que je veux dire, c'est que si on regarde les dessins et comme l'illustration que j'ai faite dans Fusion sur laquelle on va revenir tout de suite, si je me mets comme ceci, on voit que grosso modo, le centre de l'outil est à la hauteur du matériau et il touche le matériau ici en dessous. Donc, ma taille de copeau, et c'est en général, les valeurs sont indiquées comme ça, la taille du copeau correspond à un engagement de la fraise de la moitié de son diamètre. C'est-à-dire, c'est le rayon. Hein. La hauteur de ici à ici, c'est égal au rayon de ma fraise. Donc, avec une fraise de 6 mm, je coupe 3 mm. Et ça, c'est le maximum. Ça ne devrait jamais être plus. Je vous montrerai tout à l'heure un chemin où en fait, au lieu du rayon, on coupe sur le diamètre. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est à éviter autant que possible. Et bien sûr, puisque là on est en représentation comme ça, a priori la fraise elle tourne comme ça, et donc, comme je l'indique, c'est le côté de la fraise, c'est les spirales qui coupent le matériau. C'est pas ici en bas que ça coupe, c'est ici qu'on coupe. Hein. Et ça aussi fait partie des choses très importantes parce que je vois continuellement parler sur les différents groupes de à quelle profondeur tu coupes et c'est pas du tout la bonne question. C'est pas comme ça. On devrait beaucoup plus se préoccuper de sur quelle épaisseur tu coupes, ce qui est l'avance, pardon, la taille du copeau. Alors, on peut parler de profondeur, et c'est évident que l'effort fait par la broche et la fraise n'est pas la même si de haut en bas, ici, de ma coupe, si j'ai 3 mm ou si j'ai 5 mm ou 15 mm. Pardon, excusez-moi, il y a une interruption. Donc j'étais en train de dire, avant que le téléphone ne m'interrompe, qu'on peut parler, si on veut parler de profondeur de coupe, mais je répète, c'est pas une profondeur parce qu'on descend à cette profondeur, mais c'est qu'on coupe sur cette hauteur. Donc suivant ma fraise, suivant mon matériau, etc. C'est vrai que c'est pas la même chose. Si je coupe sur une hauteur de 15 mm, par exemple, par rapport à une hauteur de 3 mm. Mais, et c'est là que c'est important, la seule chose qui devrait faire une différence à ce sujet-là, selon le travail que vous faites, c'est la puissance de la broche. Parce qu'il est certain qu'une broche à 400 watts va pas être capable d'exercer la force sur la fraise pour couper sur 20 mm, alors que sur 4 mm, elle va en être tout à fait capable. Mais les vitesses d'avance et de rotation seraient exactement les mêmes. La différence entre une broche de 2 kW et une broche de 400 watts, elle est là. Elle est avec une broche de 2 kW, vous allez pouvoir couper sur une hauteur de, on va dire par exemple, 8 mm dans de l'aluminium, alors que vous en serez complètement incapable avec une broche de 400 watts. Mais c'est tout, c'est la seule différence. Les vitesses de rotation et d'avance seraient les mêmes, puisque, a priori, la taille du copeau reste la même. Hein. Donc ça, très important. Alors, maintenant, on a parlé du step over, on est bon, on passe au suivant. Et au suivant, j'avais préparé ça ici, mais je vais en fait vous le faire dans Fusion. Dans Fusion qu'il faut que je retrouve. Alors, donc là, je veux parler de contour et contour, ou si vous voulez, chemin d'outils, l'influence qu'ils peuvent avoir et la façon dont on programme le chemin d'outils, l'influence que ça va avoir sur l'effort exercé par la fraise dans le matériau, et donc sur la possibilité d'aller à telle ou telle vitesse. Alors, le premier exemple, c'est un contour très classique, que j'ai appelé bas de contour,
C'est fou cette imagination. Euh, c'est pas la peine de baratiner, je vais tout de suite vous montrer ce que je veux dire en faisant une simulation. Donc, on simule, on a notre stock. Oups, il est où mon stock? Il est là. J'ai pas du chemin d'outils. Voilà. Donc, simulation, et vous voyez que on va l'arrêter. On va lui laisser faire encore un peu plus. Voilà. Donc, ici, le rouge, ça veut dire qu'on est en rampe, donc on descend au fur et à mesure jusqu'à atteindre un niveau. Les niveaux sont en bleu. Donc, ici, il est clair que ma fraise travaille sur une assez faible épaisseur. Elle coupe sur le côté, mais elle travaille sur la totalité du diamètre de la fraise. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille du copeau est normalement, enfin, est au maximum calculée par rapport au rayon de la fraise et pas à son diamètre. Or, ici, je travaille sur le diamètre de la fraise. Et si j'avance un peu plus, là, je travaille sur effectivement le rayon de la fraise, ce qui est normalement prévu. Et si je continue à avancer encore un peu, ben là, je travaille plus du tout parce que je suis dans le vide. Alors bon, il y a des cas, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais c'est pas génial quand même, ni pour le matériau, ni pour les vibrations, ni pour la fraise, de un coup forcer entre guillemets parce qu'on est on coupe sur la totalité du diamètre de la fraise, et après ça on coupe sur à peu près le rayon, et ensuite on coupe plus rien du tout. C'est pas du tout idéal. Il y a une bien meilleure méthode qui ne serait peut-être pas une meilleure méthode s'il s'agissait d'être en production, mais à partir du moment où on est en amateur et où on s'occupe plus d'une part des résultats, de diminuer les vibrations et de ne pas trop abîmer les outils, il vaut beaucoup mieux envisager de fonctionner comme ceci. Alors, je vais vous montrer tout de suite, mais vous pouvez sans doute déjà vous en rendre compte rien qu'en voyant le tracé. Alors, je vais tâcher d'avancer un peu plus vite, et puis on va ralentir ici, et on va poser par là, et on va aller comme ceci. Voilà. Donc là, on voit que ma fraise, et c'était comme ça depuis le début, ne travaille jamais plus que... Alors, pardon, on le voit ici. Là, elle travaille sur même pas son rayon, mais on va dire sur la moitié, grosso modo la moitié du rayon. Hein, on voit le bout qui est enlevé ici, on n'est pas au milieu de la fraise, on est que sur un bout. Et c'est comme ça tout le tour. Alors il y a des périodes, des endroits où elle ne travaille pas, bien sûr. Excusez-moi. Mais là où elle travaille, elle force. J'aime pas ce mot forcer, mais on ne la fait couper que sur, grosso modo, un tiers du diamètre, on va dire, ou un peu moins, enfin moins de la moitié du rayon, et pas plus. Mon, comment dire, par rapport à ma taille du copeau, il va être un peu plus petit que si j'étais au rayon. Je pourrais éventuellement accélérer un petit peu puisque j'ai un plus petit... non, pardon, ralentir un petit peu parce que j'ai un plus petit copeau. Mais bon, là, la différence n'est pas flagrante, pas énorme. Mais l'intérêt, alors bien évidemment, ça va prendre plus de temps. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être pas une méthode qui serait utilisée en production. Mais je vais pouvoir découper mon cercle dans sa totalité en n'ayant jamais ma fraise qui travaille plus que ce qu'elle travaille ici, dans ce passage ici, où on la voit ici. Si je continue et je accélère complètement, voilà, alors il y a des tabs en bas, mais la totalité de mon cercle est coupée correctement, sans jamais que ma fraise travaille plus que ce que j'ai montré. Donc ça, alors,
Bon, il y a peut-être des cas où ça ne sera pas exploitable, mais c'est pareil, je pense que c'est à mémoriser parce que ça peut vraiment aider. Alors finalement, pour terminer ce speech, je m'excuse, je parle beaucoup, mais c'est quand même un sujet bon. Donc, tester, tester et retester. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, ne commencez pas directement à usiner la pièce que vous avez en tête depuis 10 ans sans faire des tests avant. Vous avez jamais travaillé ce type de bois particulier, testez avec vos outils. Vous avez jamais utilisé cette fraise, testez-la sur le matériau qui correspond. Euh, Enfin, et bien sûr, notez ce que vous testez. Vous prenez un papier, un crayon, même si on a un ordinateur. Mais aujourd'hui, 25 novembre 2019, euh, vitesse de rotation, aluminium 4 mm, 10 000 tours. Bon, bref, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Notez ce que vous faites. Ça vous fait des références à partir desquelles vous pourrez, comme j'ai dit tout à l'heure, utiliser votre pifomètre pour affiner ce que vous avez fait. Si, alors bien sûr, dans tout ce type de travail où on avance pas à pas, on avance, on fait une erreur, on revient en arrière, on recommence, etc. Il faut tâcher de ne changer qu'un seul paramètre à la fois, sinon on s'y perd très vite. Et vous l'aurez deviné, le paramètre éventuellement à changer et qu'il faut adapter, c'est l'avance par dent. Le feed pertus, le FZ, appelez ça comme vous voudrez, c'est le seul paramètre qui compte vraiment et sur lequel vous pourrez vous baser, même si vous passez d'une fraise à une dent à une fraise à trois dents. Si vous avez une bonne base avec votre fraise à une dent, avec une bonne avance par dent, vous pouvez garder exactement la même avance par dent sur une fraise qui en aurait trois. Vos résultats ne seront pas mauvais. Ils seront peut-être besoin de les affiner un peu, mais ils ne seront pas mauvais. Alors, dans Fusion 360, on a la capacité de faire des templates. Et les templates dans Fusion, c'est simplement, alors, de toute façon, je ferai une vidéo sur les templates parce que c'est un sujet important. Mais simplement, ça vous permet, j'allais dire, de mettre de côté une opération, un chemin complet que vous avez fait pour une pièce, dont vous êtes satisfait, qui marche bien, vous avez les bons paramètres, vous en faites un template, et dans un autre travail, vous pouvez, dans le setup, plutôt que de partir de rien du tout, vous partez du template, vous aurez évidemment a priori à changer la géométrie, c'est-à-dire à resélectionner la partie que vous allez travailler avec ces réglages, mais vous repartez pas de zéro à remettre tous les paramètres, vous partez des templates. Et on peut faire des templates pour un chemin d'outil, on peut faire des templates pour un setup complet. Hein, si vous avez un ensemble d'opérations qui ont toutes très bien marché, vous mettez tout ça dans un template et c'est autant de temps gagné pour la fois prochaine. Non seulement du temps, mais de la précision. Vous savez exactement ce qui a marché. Alors, et c'est la conclusion de la conclusion, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de formule magique qu'on peut appliquer et pouf, ça marche. Euh, la démarche est la même, même sur des machines industrielles, centres d'usinage, Haas ou Fanuc ou je ne sais quoi, qui valent 40, 50, 60, 100 000 euros. C'est la même chose. Jamais ils ne partent à faire une pièce sans tester, vérifier et savoir où ils vont. La seule vraie différence, c'est que les paramètres constructeurs, par exemple, pour une fraise, bah, ils seront beaucoup plus proches de la réalité qu'ils peuvent utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser comme ça sans tester. Voilà, j'espère que ce baratin, enfin que tout ça vous est utile. Comme je l'ai dit, c'est un peu spécial parce que j'ai utilisé comment dire, un diaporama parce que c'est assez peu visuel et que de voir une fraise tourner sur une broche, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, mais c'est
je pense, nécessaire. Enfin, c'est un sujet important et je pense qu'il était nécessaire de faire cette vidéo. Je vous remercie d'avance si vous voulez bien commenter, me donner votre avis, euh, en discuter et le forum, le beercnc.com, barre de fraction forums avec un S est là pour ça, c'est le meilleur endroit pour ça. Ça va encore mieux que Facebook. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, le petit bouton pour s'abonner, la petite cloche à côté de votre nom si vous êtes déjà abonné, à côté pardon du logo, le beer, en haut à droite si vous êtes déjà abonné, vous cliquez sur cette cloche, comme ça vous êtes averti lorsqu'une nouvelle vidéo paraît. Et à la prochaine, salut!